Donc on va commencer par voir un peu concrètement les objectifs. Et donc là, on va passer d'un travail de la ligne à un rendu des volumes. D'accord? Donc on va commencer par un rendu simple. Hein. Il n'y a pas de reflets métalliques, etc. Là, ça reste du plastique et des choses très basiques. Mais c'est pour avoir déjà une première approche de ce qui rentre en ligne de compte quand on met un élément en couleur. Alors, comment est-ce qu'on va approcher ça? Alors, la silhouette, c'était la première étape. On avait déjà vu ça la fois passée. Je reverrai ça encore une fois cette fois-ci. Donc ça, c'est la première étape, c'était la silhouette. Ensuite, on va bloquer les ombres de manière franche, c'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas de floutage au niveau des différentes zones. Donc on va identifier le volume, identifier d'où vient la lumière, et on va essayer de placer la lumière de sorte que il y ait 50% du modèle qui soit dans l'ombre et 50% qui soit dans la lumière. Pourquoi? Parce que si on ne met pas assez d'ombre, eh bien on ne va pas pouvoir justement jouer avec toute une série d'effets qui vont souligner les volumes. Et pareil dans la lumière, s'il y a trop peu de lumière, on ne va pas pouvoir équilibrer ça correctement. Ensuite, on va passer par une phase de floutage de cette zone. Et là, on a les ombres qu'on va appeler les ombres de forme et les ombres portées. On verra ça en détail après. Ensuite, on va ramener les core shadows, c'est-à-dire les ombres principales à l'intérieur de la zone d'ombre, et les occlusions, donc là où la lumière ne va absolument pas pouvoir passer. Ok. Le fait de travailler avec les core shadows à l'intérieur de la zone d'ombre va permettre de faire apparaître aussi un léger backlight. Ensuite, on va voir comment poser la spécularité, transformer les zones de gris en couleur, jouer avec une backlight colorée et terminer par les effets de highlight. Ok. Alors, comment réaliser tout ça en fait? Donc là, je ressors ce dont j'ai besoin. Hop, pas de souci. Donc, ici, je vais partir d'une scène de base que vous pouvez la reproduire en même temps que moi pour essayer les différentes fonctions. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une sélection en cercle. Ici, je vais resetter les couleurs d'avant et d'arrière-plan avec D pour avoir le noir en avant-plan. Et pour remplir le contour de la sélection avec un trait, je vais dans Edit Stroke, une épaisseur de trait de 3 pixels centrée sur la sélection. Et là, je viens de faire le trait de la partie sphérique du dessin. Ensuite, sur un autre calque, avec un pinceau à bordure de 4 pixels, bien, je vais venir placer, ici avec Shift, je place mes verticales. Sur un autre layer, je vais placer les horizontales pour savoir où je dois aller, pour dessiner.
pour dessiner les ellipses. Alors vous voyez que je penche légèrement mon fichier, là, mon dossier pour pouvoir dessiner correctement. Donc ça c'est avec le raccourci R. Vous pouvez faire pivoter votre dossier. Avec Shift, vous pouvez le snapper sur les angles, donc vous pouvez le remettre droit après. Donc là j'ai plus facile de dessiner les ellipses comme ceci. Ok. Et puis avec R, je reviens, et avec Shift, je viens me resnapper droit ici. Et là, je peux effacer ce qui dépasse. Ok. Donc ça c'est une petite scène, une simple petite scène de base avec une sphère et un cylindre. Je vous conseille de faire l'exercice en même temps que moi, comme ça vous allez apprendre un petit peu les différents outils. Et puis c'est toujours un bon exercice aussi de représenter même des formes simples ici. Ok, donc voilà ma scène. Et donc j'ai le cylindre d'un côté, la sphère de l'autre. Eh bien, je vais faire un clic droit, merge down. Et là maintenant, j'ai mon trait qui est sur un seul calque. Ici, j'ai un background qui est rempli avec un gris clair. Si vous voulez le même que moi, en fait, c'est un gris 65%. Et alors, on va refaire la silhouette et remplir ça avec le gris 70%. Donc pour ça, je prends le lasso, donc c'est le L. Je commence à un point, je pousse sur Alt, et puis je commence à faire tout le tour de mes objets. Donc certains préféreront faire ça avec le pinceau et remplir tout directement à la main. Ça c'est un peu à chacun sa technique. Ok. Et là, une fois que vous avez la sélection, eh bien, vous placez un nouveau calque en dessous de votre trait. Vous l'appelez silhouette et vous remplissez ça de gris 70%. Pour remplir avec la couleur de premier plan, je répète que c'est Alt Delete. Pour ça, il faut avoir un calque actif visible, une sélection active, choisir la couleur de premier plan et vous faites Alt Delete pour remplir. Donc ensuite, j'aimerais bien que le trait, donc ce qui est contenu dans le calque trait, soit aussi peint dans la silhouette. Donc je fais un contrôle-clic sur la vignette du calque trait pour récupérer la sélection de ce qu'il y a de dessiné dans le calque trait. Et dans le calque silhouette, je fais aussi Alt Delete pour remplir de la sélection de premier plan. Ok, donc ça veut dire que je vais remettre un BG blanc ici en dessous.
Ça veut dire que dans ma silhouette, j'ai non seulement l'intérieur du trait, mais j'ai aussi le bord du trait qui est dedans. Oui. Donc la silhouette, c'est du gris 70%. Et le BG, pour le moment, c'est du 65%. Donc c'est un petit peu plus foncé. N'oubliez pas que vous avez toujours les notes, hein. Si vous avez loupé une étape, vous pouvez toujours aller voir dans les notes. Donc il y a toutes les étapes ici avec... Oh bah ici j'ai pas mis les valeurs de gris au départ, donc elles sont seulement après. Hmm. Ok. Alors ensuite, on va rajouter un premier layer. Et dessus, on va faire les ombres de forme. Et avant ça, on va faire un nouveau layer. Et sur ce layer-là, on va mettre la source lumineuse. C'est-à-dire décider d'où va venir la lumière. Donc pour ça, je vais prendre mon pinceau. Et en fait, je décide que la lumière vient de 3/4 ici. Ici au-dessus. Donc légèrement, la lumière est légèrement orientée vers l'arrière. Et elle vient de 3/4 ici au-dessus. Et c'est un type de lumière omni, donc on a lumière qui vient parallèlement et qui va éclairer la scène de cette manière-là. Ok. Maintenant, les ombres de forme, eh bien, on va calculer avec du gris 50%. Eh bien, on va calculer sur ce layer-ci avec un beau gros pinceau. Eh bien, on va calculer où va venir frapper la lumière et où va commencer la zone d'ombre. Et là, vous pouvez dépasser. Et le but, c'est d'avoir une zone d'ombre qui recouvre 50% plus ou moins de la surface de votre scène et avoir la lumière qui affiche 50%, qui éclaire 50% de la scène. Pourquoi? Eh bien, pour avoir une bonne lecture des volumes. On verra tout à l'heure qu'on va rajouter toute une série d'effets dans la lumière et toute une série d'effets dans l'ombre, et que si eh bien, on n'a pas assez d'ombre et de lumière, eh bien, on ne va pas pouvoir correctement placer tout ça. Alors ici, pour supprimer tout ce qui dépasse de la silhouette, eh bien, je vais lier en opacité les ombres de forme à la silhouette. Pour lier en opacité un calque avec un autre, eh bien, on fait un alt-clic entre les deux calques. Et là, en fait, de l'ombre du calque ombre de forme ne vont être affichés que les pixels qui sont inscrits dans le calque silhouette. Donc ça, c'est pratique pour ne pas dépasser. Et donc là, j'ai fait les ombres de forme qui étaient ceux de la sphère. Maintenant, je vais faire les ombres de forme du cylindre.
Et vous voyez que ça ne dépasse pas de la silhouette. Et là, il y a juste ceci que je peux enlever. Ok. Donc, premier type de données, les ombres de forme. Deuxième type de données, les ombres portées. Alors les ombres portées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à la fois les ombres que les éléments vont projeter sur un sol imaginaire, dans ce cas-ci, mais aussi les ombres que les éléments vont porter les uns sur les autres. C'est-à-dire que la sphère va empêcher une partie de la lumière d'arriver sur le cylindre, et on va donc cacher une partie du cylindre dans l'ombre, et faire aussi l'ombre portée de cette sphère sur le sol. Et l'ombre du cylindre sur le sol aussi. Et c'est la combinaison de ces ombres de forme et ces ombres portées qui vont déterminer la zone d'ombre de la scène. Ok, donc ça c'est l'étape suivante, c'est déterminer. Alors ici, j'aimerais bien récupérer mes ombres et ne faire qu'un seul calque avec pour pouvoir faire des modifications, notamment du floutage de certaines zones, etc. On verra qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Pour ça, je vais vous montrer la manipulation des sélections dans Photoshop. Donc là, j'ai fait un nouveau background blanc. Et sur ce background, je vais faire deux éléments. Donc ici, par exemple, j'ai un cercle rouge. Et puis, sur l'autre, je vais faire un carré mauve. Donc j'ai mon carré mauve, j'ai mon cercle rouge ici. Alors j'aimerais bien récupérer la sélection du cercle. Eh bien, je fais un contrôle-clic sur le cercle, sur la vignette du cercle. Si je veux récupérer la sélection du carré, je fais un contrôle-clic sur la vignette du carré. Maintenant, si je veux la sélection du cercle plus la sélection du carré, donc faire l'union entre les deux, eh bien, je fais un contrôle-clic sur un des deux calques et un contrôle-shift-clic sur l'autre calque. Et là, je me retrouve avec une sélection qui représente l'union des deux. Alors, autre opération maintenant, j'aimerais bien avoir la sélection du cercle moins la sélection du carré. CTRL-SHIFT c'était plus, et là j'ai CTRL-ALT. Donc je fais CTRL-clic sur le cercle, CTRL-ALT-clic sur le carré, et là je récupère une sélection qui représente l'opération de soustraction entre les deux éléments. Attention, toutes ces opérations c'est assez important.
Euh, Photoshop fonctionne beaucoup avec les sélections et pouvoir les manipuler correctement avec ces raccourcis-là, c'est assez important à la fois pour le dessin et le concept, mais vous allez voir que plus tard pour le texturing, ça va vous être utile aussi. Donc autre chose, j'aimerais bien maintenant avoir l'intersection entre les deux objets. Eh bien pareil, je peux CTRL-cliquer sur un des objets, et là c'est CTRL-ALT et SHIFT-clic sur le second, et là on récupère l'intersection des deux objets. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que c'est le genre de manipulation qu'on va faire maintenant sur le calque des ombres, puisque j'aimerais bien avoir les ombres de forme. Donc je fais un contrôle-clic sur les ombres de forme. Elles doivent être contraintes par la silhouette, donc ça veut dire l'intersection avec la silhouette. CTRL-ALT-SHIFT sur la silhouette. Et puis je dois rajouter les ombres portées, donc CTRL-SHIFT-clic sur ombre portée. Et maintenant j'ai bien une sélection avec les ombres. Alors, vous allez me dire, monsieur, c'est un peu tiré par les cheveux, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Non, ici c'est une manip que je vous montre, parce que voilà, l'occasion est là de vous expliquer la manipulation des sélections. Le but étant d'avoir un seul calque rempli avec les ombres portées et les ombres de forme, ce qui fait que les deux autres, je peux les jeter. Et là, j'ai les ombres qui sont sur un seul calque. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que ces ombres-là, j'aimerais bien les traiter maintenant. Donc là, j'ai repéré tout, j'ai fait des limites très marquées entre les lumières et les ombres. Là, je vais dupliquer mon calque et sur la copie, je vais commencer à flouter les transitions. Oui. Bah attends, je vais répéter. Donc c'est F1, F9, F9. Ok. Donc ce calque d'ombre, je vais le dupliquer pour pouvoir faire quelques modifications tout en gardant en copie une première version. Et là, on va flouter les transitions. Alors pour flouter les transitions, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser l'outil Smudge. Alors l'outil Smudge se trouve en dessous de l'outil goutte d'eau, d'accord, Smudge Tool. Et pour ceux qui ont eu cours avec des estompes l'année passée, eh bien c'est le même principe. Donc là le but c'est d'avoir une forme douce avec un mode normal, une force ici à 25%, on peut la mettre entre 25 et 50%, là je vais mettre 35. Alors vous décochez Sample All Layers, sinon il va déformer tous les layers. Et là vous pouvez venir peindre et venir flouter la transition. Et vous voyez que vous pouvez même contrôler son emplacement. Donc vous pouvez rectifier un petit peu les courbes. Là, il faut se faire un petit peu à l'outil. Hein. C'est à l'usage que vous verrez si c'est un outil qui vous convient ou pas. On va voir qu'il y a d'autres manières de faire ça. Il n'y a pas que cette manière-là. Vous pouvez peindre directement. Une fois que vous savez où sont vos ombres et vos lumières, vous pouvez peindre directement avec une brush douce. S'il te plaît? Oui, bah, encore une fois, à l'usage, tu peux soit perfectionner ta technique du, euh, du floutage au doigt, soit changer d'outil et prendre un pinceau à brosse douce si tu n'aimes pas cette technique-ci. Mais ça fonctionne bien en fait. Oui, oui, c'est ça. Tu peux aussi arriver avec une brush avec de l'alpha pour donner un aspect un peu plus peint.
D'accord? Donc là, on part de quelque chose qui est dur vers quelque chose qui est flouté. Moi, vous voyez ici que je n'ai pas tout flouté. J'ai laissé certaines parties des ombres plus dures, surtout ici sur les ombres projetées qui sont proches de la forme de base. Donc l'autre technique, c'est quoi? Eh bien, l'autre technique, c'est de garder comme gabarit toujours vos zones d'ombre que vous avez trouvées ici, mais de les refaire avec, par exemple, un pinceau flouté avec une opacité plus légère. Donc toujours avec le gris 50%. Et vous pouvez reproduire. Donc là, je vais mettre que l'opacité est tributaire de la pression. Et là, vous pouvez aussi reproduire le dessin. Et alors prendre une gomme aussi avec un contour flouté et avec une opacité légère pour venir eh bien, contrebalancer. Ici, je vais aussi demander que la pression soit prise en ligne de compte. Et là, vous reproduisez le même dessin, vous pouvez récupérer les sélections, etc. Vous avez compris le principe. Donc ici, je peux aussi venir flouter en utilisant la gomme et en venant adoucir un petit peu la transition. Et reprendre le doigt pour continuer à flouter un petit peu tout ça. Ok. Donc le but étant de, une fois qu'on a reconnu nos zones d'ombre, bah, de le faire de manière un petit peu plus smooth, là où ben, on a des pans du dessin qui sont des zones plus courbes. Donc ce layer devient un layer ombre soft. Et donc là, c'est ombre hard et je les garde en backup même si je ne vais plus les utiliser. Alors maintenant, on va placer un nouveau calque. Et là, en fait, on va appeler ça Core Shadow. Donc ça, ce sont les ombres principales. Et les ombres principales, on va reprendre donc le pinceau. On peut garder la technique du bord dur pour le pinceau et prendre un gris 0035. Et alors cette bande de Core Shadow, donc les ombres principales, vont se trouver à l'intérieur de la zone d'ombre, mais ne vont pas aller jusqu'au bord de la zone d'ombre. Donc ça reste ici à l'intérieur pour le cylindre. Puisqu'on va tenir compte de l'effet de rebond de la lumière. Et dans ce cas-ci, comme ce sont des volumes complets, eh bien on va avoir un rebond de la lumière assez important, puisqu'il n'y a rien qui bloque l'arrivée de la lumière sur le pourtour des volumes. Eh bien on va avoir les core shadows qui se situent à l'intérieur de cette zone d'ombre, mais pas sur le bord. Donc pareil pour la sphère, on va voir le core shadow qui se situe ici à l'intérieur. Alors on va voir une partie de core shadow aussi à l'intérieur de la zone d'ombre projetée.
et une partie ici à fond. Une partie ici à l'intérieur de l'ombre portée de la sphère qui vient s'additionner à l'ombre ici du cylindre. Et pareil, je vais prendre l'outil de blur et venir blurrer tout ça. Et remanier la position de ces ombres avec l'outil doigt. Donc ici je prends un outil doigt assez gros pour bien flouter toute la ligne sur sa longueur et sur sa largeur. Vous allez voir que à l'usage, il y a moyen vraiment de bien contrôler la peinture avec le doigt. Au départ, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des surfaces homogènes. Qu'est-ce qui... Ah bah voilà. Et donc on vient flouter les différentes zones les unes dans les autres. Alors si l'outil doigt rame, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les performances de votre PC qui ne sont pas au top niveau et donc voilà, Photoshop est assez gourmand pour ça. Mais ça peut être aussi votre document de travail qui est trop grand. Donc vérifiez que vous n'êtes pas dans du 3000 par 3000, mais plutôt dans du 2000 par 1000 pour être sûr de ne pas avoir trop de ressources nécessaires pour cet outil-là. Et alors vous pouvez aussi utiliser l'outil gomme en bord flouté pour venir adoucir toujours avec une opacité plus légère, pour venir adoucir certains effets. Et donc là, on a les Core Shadow. Core Shadow à l'intérieur des zones d'ombre qui viennent donner en fait encore plus de volume et qui viennent rajouter le détail dans les zones d'ombre. Euh, alors, si vous avez des détails à mettre comme des plaques, des rivets, etc. à l'intérieur de votre zone de lumière, eh bien, vous referez le même travail. Vous prenez d'abord vos ombres de base, vous venez rajouter le détail nécessaire pour les plaques Ok, donc vous pouvez revenir rajouter le détail
Et pareil pour vos Core Shadow. Donc on reprend la brush, on reprend la couleur de Core Shadow et on vient rajouter les Core Shadow là où c'est nécessaire. Donc dans ce cas-ci, c'est ici à l'intérieur. Oui. Alors, un troisième type d'ombre maintenant qu'on va placer, ce sont les occlusions. Alors les occlusions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des endroits où la lumière ne va pas pouvoir aller du tout. Pour ça, on va prendre un gris 25%. On va prendre une broche de type dessin. Et ici, je vais faire une technique de croisillon. D'accord? Donc ici, je vais aller dans un sens et puis dans l'autre pour venir indiquer où sont les occlusions. Et les occlusions vont se trouver où? Eh bien, ça va se trouver ici, à la base du cylindre. Et ici, vraiment à la base de l'ombre du cylindre. Et là, je peux faire un système de croisillon pour le moment. Pareil ici, à la base de la sphère, dans l'ombre de la sphère. On va avoir là un endroit où la lumière ne vient quasiment pas, puisque c'est vraiment un renfoncement et un petit coin. Et on pourrait aussi avoir ça ici, au début de l'ombre portée de la sphère. Et ensuite, avec le Smudge Tool, eh bien, on va merger les croisillons. Et donc là, on a les occlusions. J'aimerais bien pousser l'occlusion sur le bord ici. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Maintenant qu'on a fait l'ombre, on va placer les lumières et faire les effets dans le côté lumineux. Pour ça, on va identifier deux zones. Alors, une première zone, qu'on va retrouver ici
Et ici, ça, c'est la lumière directe. Donc c'est la zone de la scène qui est dans la lumière et qui est du côté de la lumière elle-même, donc c'est la lumière directe. On a aussi l'autre zone de lumière qui est ici. Et ici. Et qui est, là en fait est la lumière qui vient par rebond. Je ne sais pas si vous voyez bien en vert. Et donc là c'est la lumière indirecte. Et donc la lumière indirecte vient éclairer le modèle ici par rebond. D'accord? Donc ça, ce sont les deux zones de lumière. Oui. Alors, donc ici, on va placer la spécularité. Ça, c'est pas cool. Oh, ça va. Donc, la spécularité. Alors, la spécularité, on va d'abord voir un petit peu au niveau technique comment ça se passe. Si vous regardez un objet qui a une certaine spécularité, par exemple votre souris, si vous bougez votre regard, vous allez voir que la spécularité va bouger en fonction de votre angle de vue. Par contre, tout ce qui est éclairage, proprement dit, ne bouge pas. C'est-à-dire que la spécularité, elle réagit non seulement en fonction de l'angle de lumière, donc on peut imaginer par exemple qu'on a l'angle de lumière qui tape ici l'objet, et là on a le point où frappe la lumière. On va avoir de l'autre côté notre regard va se trouver ici au milieu. Eh bien, la spécularité va se trouver quelque part dans la zone de lumière entre ces deux points-là. D'accord? L'erreur habituelle, c'est de placer la spécularité. Donc là, je vais prendre un gris 0085. L'erreur habituelle, c'est de placer la spécularité ici du côté de la lumière. D'accord? Et alors, on va faire ce genre de dessin-là au niveau de la spécularité. Ça, c'est faux. D'accord? Donc ici, la spécularité, on va la placer à l'intérieur de la zone de lumière entre le regard et l'endroit où vient frapper la lumière. Pareil ici. Et ici, on va accrocher quelques angles aussi au niveau des edges. C'est pour ça que la spécularité, on la voit aussi beaucoup au niveau des arêtes des éléments métalliques, parce que l'arête, c'est jamais un angle droit parfait, il y a toujours un petit arrondi, et forcément, il y a un des angles de l'arrondi qui va correspondre à l'angle où on voit la spécularité. C'est pour ça qu'on va rajouter de la spécularité à ces arêtes aussi. Donc pareil, ici au niveau du sommet du bidule, il y aura des endroits qui vont choper la spécularité. Par contre, au niveau de la sphère, il n'y aura vraiment qu'un seul point. S'il n'y a pas de détail à l'intérieur, il n'y aura qu'un seul point d'accroche de la spécularité. Alors, on voit que au niveau de la spec, on a non seulement un placement spécial en fonction de l'angle de lumière et de l'angle du spectateur, mais on a aussi un effet qui est lié à la nature elle-même de l'objet qu'on veut mettre en couleur.
par exemple ici, qu'on veut dessiner. Par exemple ici, on voit que l'objet a l'air mouillé. Pourquoi? Parce que ce type de spécularité arrive lorsqu'on a un objet lisse. Maintenant, si je préfère que la sphère ne soit pas trop lisse, eh bien je vais prendre mon smudge tool et je vais faire un bord diffus à la spécularité de la sphère. Je pourrais même prendre le pinceau avec un bord diffus et une opacité plus légère et venir ici adoucir l'effet de spécularité. Et là, on obtient un cylindre qui est super lisse et une sphère qui est un petit peu moins lisse, et en anglais, on appelle ça plus rough. Et là, on touche à autre chose. On touche à la notion de roughness. La notion de roughness qui apparaît aussi dans les nouveaux moteurs, les moteurs les plus performants et les plus à la mode. On parle de moteurs de rendu PBR, Physically Based Rendering, donc qui tient compte de la physique pour faire le rendu. Et là, on va tenir compte justement de la nature de l'objet pour faire le rendu de sa spécularité. C'est-à-dire qu'on va, avec une map, déterminer l'aspect de l'objet, sa roughness, s'il est lisse ou pas. Et il y a une des textures, dans la série de textures qu'on va faire pour l'objet, qui va déterminer sa roughness, et c'est grâce à ça que le moteur de rendu va pouvoir le rendre correctement. Donc on voit ici que les notions d'éclairage qu'on voit pour le concept sont des notions d'éclairage qu'on va aussi voir pour le texturing et pour le rendu. Donc vous allez avoir des shaders où vous allez devoir insérer des maps de roughness qui vont déterminer justement le lissage de l'objet. Donc ça c'est aussi intéressant. Un autre effet, un dernier effet qu'on va voir au niveau de la lumière, c'est les highlights. Et là, on va prendre un pinceau blanc. Et là, on va venir placer les points de highlight encore une fois, c'est en fonction de la nature du matériau. Donc, cet highlight-là va être un petit peu moins net. Et un petit peu plus diffus que ceux de l'autre objet ici. Oui, alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé des zones de lumière? On a la lumière directe et la lumière indirecte. La spécularité, on l'a faite ici dans la lumière, et les highlights, on les a fait dans la lumière directe. Évidemment, pour un même objet, la spécularité va réagir aussi dans la lumière indirecte. C'est-à-dire que ici, je vais reprendre ma couleur 85 et je vais replacer de la spécularité aussi dans la lumière indirecte. Donc toujours à l'intérieur de la lumière, dans la lumière indirecte. Alors ici on voit que la spécularité dans la lumière indirecte qui est elle-même moins forte que la lumière directe, ben, la spécularité est elle aussi atténuée. Okay, donc c'est en fonction aussi de la quantité d'éclairage qui arrive sur l'objet qu'on va régler la spécularité de la couleur indirecte. D'accord? Donc elle est un petit peu plus légère. Et on pourrait aussi avoir des highlights, eux aussi légèrement plus légers, dans la lumière indirecte. Maintenant, c'est nettement moins fréquent et donc on va aussi l'atténuer
légèrement. Ok. Donc voilà pour les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'éclairage lui-même et une méthode pour en faire le rendu. Donc prochaine étape, c'est comment passer d'un dessin en teinte de gris à un dessin avec couleur. Eh bien, sous le trait, ou au-dessus du trait, ça dépend un peu ce que vous voulez faire comme effet, vous pouvez placer, ici, vous voyez, vous pouvez placer des calques spéciaux. Ce sont des calques de réglage. Et parmi ces calques de réglage, il y a un gradient map. Et le gradient map, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va transformer votre image en teinte de gris et il va moduler les teintes de gris en fonction d'un nouveau gradient que vous avez ici. Ce qui est à gauche du gradient va remplacer les teintes les plus sombres, ce qui est à droite du gradient, les teintes les plus claires, et toutes les transitions entre. Donc là, on voit bien que blanc va remplacer les teintes les plus sombres de mon dessin, et on voit bien que les ombres sont blancs maintenant, et vice-versa. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'édite. Je clique sur le dégradé pour l'éditer, et là, j'aimerais bien ramener de la lumière. Donc par exemple, j'aimerais bien faire des teintes plus chaudes. Donc je vais ramener ici un rouge foncé. Et là, je peux commencer à éviter les couleurs noires et trop salissantes dans les ombres. Donc, je mets du rouge foncé ici. Pour les teintes, ici au centre, je vais prendre un rouge un petit peu plus orangé. Et pour les teintes claires, je vais prendre plutôt un jaune léger. Et là, on voit que on passe d'une scène en teinte de gris à une scène dans les teintes plus rouges. Et là, on peut jouer sur les transitions entre les clairs et les foncés pour avoir l'effet souhaité. Comment rajouter ceci? Alors pour les retirer, vous drag-droppez hors du truc pour rajouter. Une fois que vous avez le doigt, poc, vous créez un nouveau truc. Et alors ici, vous pouvez jouer sur les tirettes pour changer l'aspect du dégradé. Vous cliquez sur OK. Et là maintenant, on a bien un gradient map qui transforme notre dessin en noir et blanc avec un nouveau gradient où les foncés sont brun rougeâtre, les teintes médianes rouge orangé et les teintes claires un petit peu plus jaune. On peut aussi faire passer les highlights par-dessus pour ne pas qu'elles soient influencées par le gradient map et qu'elles restent bien blanches. On peut aussi laisser passer les traits par-dessus pour qu'ils restent noirs. Donc ça, c'est un choix graphique. Maintenant, si j'ai envie que le cylindre ait une couleur différente, eh bien, je peux récupérer avec L la sélection du cylindre. Donc avec Alt, je peux faire ça par step. Hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Voilà. Donc là, j'ai la sélection du cylindre. Et bien là, je peux mettre un autre type de control layer. C'est un U saturation. Et là, je peux jouer sur les teintes pour avoir une teinte différente
pour le cylindre. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on a un... Comme on avait une sélection au départ, Photoshop a automatiquement fait un masque sur le layer. Ok. Vous pouvez aussi décider d'abord de rajouter le layer, changer la teinte, et puis remplir ce layer de noir, donc CTRL delete parce que c'est la couleur d'arrière-plan dans mon cas, et puis venir choisir ici la zone que vous voulez changer, et remplir ce masque ici avec du blanc, donc la couleur de premier plan dans mon cas, et là vous pouvez donc encore une fois, ce masque-là, c'est une sélection. Encore une fois, importance de sélection, c'est aussi l'équivalent d'un alpha channel en fait. D'accord? Donc ça c'était pour vous expliquer un petit peu les masques. On refera ça plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut encore faire comme effet une fois qu'on a mis ça en couleur? Eh bien, on va rajouter cette fois-ci une lumière de backlight qui est colorée. Donc là, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre une couleur de backlight bleue. Et je vais peindre ici avec une opacité réduite. Donc là, on a la peinture de la backlight. Ici, j'ai dépassé du cercle, donc je vais effacer un petit peu tout ça. Et maintenant, je peux à la fois changer le mode de fusion pour avoir un mode de fusion qui correspond un petit peu plus. Alors ça dépend de votre choix de couleur, etc. Donc là, avec les flèches haut et bas, une fois que j'ai sélectionné le mode de fusion, je peux descendre vers le bas et browser un petit peu les différents modes de fusion. Alors à partir de Lighten, ça devient intéressant. Overlay, et souvent le Vivid Light, ça marche bien. Donc là, je vais prendre le Vivid Light et baisser légèrement l'opacité du calque. Et donc là, on a une lumière de backlight qui est légèrement teintée. Et alors avec CTRL U, je peux régler la couleur elle-même pour la saturer un petit peu plus ou changer légèrement et là, je fais légèrement verdâtre, histoire que ce soit un peu la complémentaire de la scène et que ça fasse bien ressortir les différents éléments. Donc la backlight, et on peut aussi avoir ce qu'on appelle une rim light. Et la rim light, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une lumière assez forte qu'on vient placer à l'arrière de la scène
et qui va faire venir ressortir la silhouette. Et ça, on s'arrange pour vraiment la faire par-dessus le, le trait. Ok, et donc là on a tous les éléments qui vont rentrer dans la fabrication du concept. Donc là je remontre l'application. Maintenant que vous avez la théorie, donc on a bien la première passe avec les ombres de forme et les ombres portées. La même chose avec le floutage et avec certaines lignes ici qui viennent rajouter du détail à l'intérieur des zones de lumière. Les core shadows qui viennent renforcer les ombres et qui font attention de bien laisser passer une partie de la lumière de rebond. Les occlusions. Ici les occlusions, donc elles viennent renforcer les foncés à l'intérieur des ombres, mais on voit ici que j'ai rajouté quelques effets de lumière en plus pour souligner certaines arêtes de certaines plaques. Et puis la spécularité. Et là on voit que la spécularité c'est principalement dans les zones de lumière. Ici je n'ai pas rajouté de spécularité dans les zones d'ombre. Le gradient map qui vient changer les couleurs. Les U saturation avec des masques qui viennent donner la variété. La backlight colorée qui vient, elle, renforcer les volumes. Et puis la spécularité. Ici, ils sont tous liés au calque de la silhouette. Pourquoi? Parce que mon ombre portée est ici, en fait. Elle est dans le BG. On verra les effets spéciaux et les effets de background au cours prochain. Donc, pour le cours prochain, il y aura la remise à faire de ceci. D'accord? Donc, fin du cours prochain, je vous demanderai de faire votre remise. D'accord? Je vous arrêterai une demi-heure avant la fin du cours pour que vous puissiez faire votre JPEG, le signer et le mettre dans le dossier que je vous indiquerai. Donc avancez un maximum sur le vaisseau. Au cours prochain, on verra comment faire le BG rapidement. Et je passerai près de vous pour voir s'il y a des problèmes et essayer de trouver les solutions. Donc là, il reste 1h30. On va faire une petite pause. Et après, bah, vous aurez le loisir d'appliquer le travail sur votre vaisseau
la théorie sur votre vaisseau et je passerai un peu près de vous pour voir si tout fonctionne correctement. Une dernière remarque. Alors, il faut que je retrouve mon dossier. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Chez certains d'entre vous, le vaisseau est un peu... est parfois un petit peu... géométrique. Hein, comme ceci par exemple. Eh bien là, on va aussi travailler la silhouette de la même manière. Et c'est surtout au niveau du travail des core shadows que vous allez pouvoir travailler avec le lasso pour isoler certaines zones de la carlingue et à l'intérieur du calque prendre une brush cette fois-ci un petit peu plus diffuse, prendre la couleur 50%, nous on est à 35% pour les core shadow, 35%, voilà. Et là en fait on va venir faire des légers dégradés, ok. Et alors plan par plan, vous pouvez faire des petits dégradés. Donc là, c'est le premier plan. Ensuite, on va prendre le prochain plan. Ok. Pour arriver finalement à ceci, au niveau des core shadow. Ceci au niveau des occlusions. La spécularité elle-même, comme ce sont des plans, eh bien, certains plans peuvent être dans le bon angle pour choper toute la spécularité. Donc ici, on a ces angles-ci qui étaient dans le bon angle, et on voit que sur la partie un petit peu bombée, on a cet angle-là. Et là, vous pouvez aussi faire des plans entiers qui viennent se choper les angles. Et puis alors, on vient rajouter les edges qui viennent choper les lumières aussi au niveau des highlights. D'accord?